Les 62 km de voies reliant Nantes à Châteaubriand apparurent à la fin du XIXe siècle. En ces temps d'âge d'or du ferroviaire, élus, industriels et commerçants locaux menèrent une longue bataille pour que le quadrilatère Rennes-Laval-Angers-Nantes, dit quadrilatère du vide, soit traversé par une voie ferrée, préalable à tout développement économique. Pendant des années, les discussions firent rage sur le tracé définitif, le nombre et le classement des gares, l'emplacement et la quantité de passages à niveau. Finalement, la Compagnie d'Orléans inaugure la ligne Nantes-Châteaubriand le 23 décembre 1877. Elle compte 6 gares intermédiaires. Son profil, comme disent les cheminots, est aisé. Chaque ligne avait son règlement. En voie unique, signalisation simplifiée, toutes les aiguilles, il fallait les prendre à 30 à l'heure. Il y avait une pancarte gare. La distance, je ne me rappelle plus, si c'est à 800 mètres ou 600 mètres, je ne me rappelle plus exactement. Et puis, à l'aiguille, vous devez tomber à 30 à l'heure. Pas de feu? Ah non, pas de feu. Non, non. C'est pour ça qu'on dit signalisation simplifiée. Qu'est-ce qui commandait? Il y avait la gare de Doulon, il y avait Saint-Joseph, il y avait la Chapelle-sur-Erdre. De la Chapelle-sur-Erdre, il y avait après, alors Sucé, il n'y avait personne non plus, Nord-sur-Erdre, Abaret, Issé et Châteaubriand. C'est tout ce qu'il y avait alors, comme personnel pour commander, si vous voulez, chef de gare, ainsi de suite. La sécurité est assurée par les chefs de guerre. On appelait ça cantonnement par cantonnement téléphonique, c'est-à-dire de gare à gare et se téléphoner pour éviter les collisions entre deux trains, évidemment. À part une petite rampe dans le sens de Nantes-Châteaubriand pour arriver à Boré. Il y avait une petite entourement, c'est pour un profil difficile. Avant-guerre, le matériel roulant est bien sûr à vapeur. Il y a eu évidemment des locomotives à vapeur 140H, 141C. Les machines à vapeur, on était deux, un mécanicien qui assurait la conduite et le chauffeur qui faisait du feu, évidemment. À Nord-sur-Erdre, il y avait une prise d'eau. Le château d'eau se trouvait à proximité de la gare et l'eau était pompée dans l'Erdre. Il y avait une vanne à ouvrir et par déclivité, ça arrivait dans le Tinder. Le chemin de fer ne crée pas seulement des emplois pour le personnel roulant. La ligne Nantes-Châteaubriand compte ainsi des postes de garde-barrière. Sur les 41 passages à niveau qui la ponctuent, une dizaine sont gardés, en général par des couples et parfois par une femme seule. Ma grand-mère était garde-barrière. Elle est arrivée au mois de mars 1927 à proximité de la halte de Saffré-Joué, qui se trouvait donc entre Nord-sur-Erdre et Abaret. Et la gare de Saffré-Joué assurait juste le service voyageurs. Il n'y avait pas de desserte marchandises. Ce PN-là lui avait été remis parce qu'il n'y avait pas une fréquentation importante et en plus, il n'y avait pas de train de nuit. Il n'y avait pas besoin de se lever la nuit, rien du tout. Ils savaient les horaires où le train devait passer, c'est eux qui devaient surveiller et fermer leurs barrières en temps utile. Il n'y avait pas de sonnerie, rien du tout. Et en plus, quand il y avait des trains supplémentaires, ils étaient annoncés. Il fallait qu'ils regardent les trains qui passaient, voir s'il n'y avait pas un drapeau qui annonçait, sur le dernier wagon, qui annonçait s'il y avait un train supplémentaire à venir. Il fallait qu'ils aient l'œil. Avant-guerre, le trafic sur lequel veillent ces gardes-barrières est restreint, mais le transport des marchandises joue tout de même un rôle économique. La mise en place de la ligne a en effet permis à ces deux extrémités, Nantes et Châteaubriand, le développement de quartiers industriels tournés vers la métallurgie et la construction mécanique. À Nantes, autour de la gare de Saint-Joseph de Porterie, se sont installées la minoterie Saint-Joseph, la Compagnie Générale Électrique de Nancy, qui deviendra l'usine Saunier-Duval, la Compagnie Générale des Machines Agricoles et la grande usine de construction de locomotives des Batignolles. Pour sortir les locomotives, il fallait un embranchement particulier. Et il y avait du terrain, il y avait des fermes, il y avait des terres. Là. Après, ils sont achetés tout un quartier, tout ce quartier-là. Une usine qui avait été étudiée, il y avait un grand bâtiment qu'on appelait la cathédrale. Puis de chaque côté, perpendiculairement, il y avait des ateliers où on fabriquait les roues, on fabriquait
il peut y avoir différentes... Et tout ça, ça venait se rajouter sur l'arête centrale de l'usine, et c'est là où étaient montées les locomotives et terminées, quoi. Comme tous les enfants, on avait un faible pour les trains, et avec mes frères, on venait voir le spectacle des grandes manœuvres le soir. Nous, on baptisait ça, comme gamin, mais le soir, effectivement, il y avait 3 trains à vapeur qui, en l'espace de 2 heures, se réunissaient en un seul. Alors, il y avait celui qui rentrait de Saint-Joseph, qui desservait toutes les usines du quartier de Saint-Joseph, les Batignolles, Saunier-du-Val, la métallurgie, les minoteries de Saint-Joseph aussi, avec une 140C, je me souviens. Et puis ensuite, il y avait les 2 trains de ligne. Et ça faisait un super train qui faisait bien toute la longueur de la gare d'Oulon. Et certains jours, il était même tellement long qu'il engageait les 2 passages à niveau. Si bien que les barrières restaient bloquées pendant pas loin d'un quart d'heure. Alors les klaxons allaient, c'est le cas de le dire, allaient bon train. À Nort-sur-Erdre, Issé ou à Barré, les trains de marchandises chargent principalement des produits agricoles, pommes, lait, foin et des engrais. Au terminus de la ligne, Châteaubriand s'impose comme un nœud ferroviaire important, avec l'essor d'un quartier industriel et la renommée de son foirail. À l'époque, j'ai connu donc le foirail de Châteaubriand, qui était très important, puisque je crois que c'était le 3e marché aux bestiaux de France. À l'époque, le marché variait entre 1500 et 2000 bestiaux par semaine. Et la SNCF, à l'époque, avait un bureau où on accueillait les marchands de bestiaux qui voulaient expédier des wagons. Le mercredi, des fois, c'était juste parce qu'ils embarquaient les bestiaux à la gare, sur les quais, là. Quand c'était dans le centre, peut-être de la Motte. Hein, les amener les vaches, amener les bêtes, les amener à la gare à pied. Hein. Les marchands de vaches et les vaches et les bêtes, ils les amenaient sur le quai, c'était embarqué, les bêtes. Et puis M. Rigaud, le père Rigaud, là, le café en face, il paillait les wagons. Alors, des fois, c'était chargé à la dernière minute. Il arrive, le wagon, un camion comme les cochons. Puis il y avait les cochons aussi, tous les jours. Wagons spéciaux à l'étage. Il arrive tout de suite, Ben oui, ben nous, on était prêts à tirer pour pouvoir raccorder, pour pouvoir... Hein. Châteaubriand était un marché un peu particulier, parce qu'il y avait ce qu'ils appelaient les bêtes de viande, qui descendaient souvent dans le sud-ouest de la France. Et il y avait aussi des bêtes d'élevage qui partaient plutôt dans le nord. Il y avait d'ailleurs une localité qui m'a toujours interpellé. Je pensais toujours un peu à l'Amérique. Il y avait une gare qui s'appelait Ken-Fort-Mahon. Bon. Mais il y en a eu beaucoup de bestiaux qui sont partis vers cette gare, à Ville, Lille. Et dans le sud, donc, il y avait des wagons qui partaient avec des bêtes de ce qu'on appelait de réforme, qui servaient à faire le cassoulet. Cette activité de fret n'est pourtant pas à la hauteur des espérances locales. Le miracle économique censé se produire grâce au train se fait attendre. La ligne est déficitaire. La Compagnie d'Orléans, devenue SNCF en 1938, n'investit pas et fait au contraire des coupes budgétaires. Pour les voyageurs, les trajets sont longs, mal commodes, les trains trop rares. Les voies sont donc colonisées par les riverains, et en particulier les plus jeunes, qui n'hésitent pas à les emprunter pour se rendre à l'école. On allait à pied à l'école, on avait 4,5 km ou 5 km, on allait à pied, mais on passait sur la voie ferrée. On appelait ça une planche, nous, mais c'était une petite passerelle. Et puis, gamin, on était un nombre assez important, on passait sur cette passerelle, après on traversait des champs, et puis on passait sur la voie ferrée pendant un petit bout de temps, quoi. Et puis on ressortait, on repassait à travers champs, et c'était notre façon d'aller à l'école. Le chemin le plus court. Le chemin le plus court. Nous, c'est pareil, on allait par la ligne aussi. Hein. Quelquefois, on avait la chance, parce que, je sais pas, on appelait ça la drésine, je ne sais pas si c'est le vrai mot, c'est ce qui transportait les ouvriers
qui travaillaient sur la ligne, ils partaient de Châteaubriand, puis quand ils venaient travailler sur Issé ou à Boret, ça correspondait, leurs heures correspondaient à peu près avec nos heures, nous, pour aller à l'école. Alors, quelquefois, ils arrêtaient, ils klaxonnaient, enfin, ils foutaient un petit coup de klaxon, oui, et puis ils s'arrêtaient, puis on montait dans la draisine, enfin, ça, on était contents. En plus, je pense qu'on a dû faire à peu près les mêmes bêtises que que nos prédécesseurs, nos parents, nos grands-parents, mais peut-être pas tout à fait les mêmes, parce qu'eux se permettaient de faire la course avec le train, pas nous.